Je m'appelle NV. J'ai 34 ans et je vis à San Diego, où je me suis construit une vie tranquille et stable ces 10 dernières années en travaillant comme coordinatrice de projet pour une entreprise de logistique. La plupart du temps, les journées se déroulent sans incident, au rythme habituel des emails, des réunions et des pauses café. C'était le cas jusqu'à ce mardi après-midi comme les autres, où mon téléphone s'est illuminé. Un nouveau message de ma sœur. Je l'ai ouvert, m'attendant à des nouvelles de son mariage. Au lieu de cela, les mots m'ont frappé de plein fouet. Ne viens pas à mon mariage à Paris. Regarde juste la retransmission en direct. Tu n'es pas obligé d'être là. Je suis resté figé devant l'écran un long moment, l'estomac noué. Le message était court, direct, sans excuses, sans explication, au-delà de ce que je savais déjà après des semaines de conversations vagues. Elle avait choisi Paris pour la cérémonie, insistait pour qu'elle soit intime, et cela signifiait, d'une manière ou d'une autre, que je n'étais plus la bienvenue. Après tout ce que j'avais fait, après chaque dollar que j'avais envoyé, c'était la décision finale. Je n'ai pas pleuré. Je n'ai pas écrit une longue réponse empreinte de douleur ou de colère. Je suis simplement restée assise, laissant le silence s'installer autour de moi jusqu'à ce que les premières idées claires me viennent. J'ai alors tapé 5 mots, appuyé sur « Envoyer » et posé mon téléphone face contre table. D'accord. Bonne journée. Cette simple phrase pesait plus lourd que n'importe quelle dispute. Si cette histoire vous intéresse déjà, restez jusqu'au bout, car la suite a tout changé. Si vous vous êtes déjà senti que négligé par vos proches, cliquez sur « J'aime », laissez un commentaire et abonnez-vous pour ne rien manquer. Votre soutien compte énormément. L'argent du mariage à Paris provenait directement de mon compte bancaire. Pendant 1 an, j'avais transféré chaque dollar supplémentaire que je pouvais économiser après avoir payé le loyer, les courses, l'assurance auto et toutes les factures nécessaires au bon fonctionnement d'une vie de célibataire à San Diego. Le total a atteint près de 85 000 $, une somme qui m'a paru presque irréelle lorsque j'ai enfin pris le temps de faire le calcul dans un moment de calme. Cette somme représentait plus de la moitié de mes économies, patiemment constituées grâce aux heures supplémentaires et aux vacances sacrifiées. Pourtant, je n'ai jamais hésité à la lui donner, car j'étais convaincu que c'était pour une bonne cause. Ma petite sœur Addison a évoqué l'idée pour la première fois lors d'une conversation téléphonique tard dans la nuit, il y a plus d'1 an. Elle semblait enthousiaste comme je ne l'avais pas entendue depuis des années, décrivant comment un mariage à Paris serait une expérience unique, élégante et inoubliable, qu'Ethan et elle souhaitaient partager uniquement avec leurs proches. Elle expliqua que la salle nécessitait un acompte important, que les vols et l'hébergement coûteraient vite cher, et qu'elle ne pouvait tout simplement pas tout financer avec son seul salaire. C'est la seule fois où je te demanderai une somme aussi importante, promit-elle. Une fois le mariage terminé et notre vie à 2 bien installée, je te rembourserai jusqu'au dernier centime. Promis. J'ai entendu sa voix s'adoucir de gratitude et je me suis dit que cela valait la peine de faire un effort financier temporaire pour l'aider à vivre une journée parfaite. Ces mots résonnaient encore dans ma tête tandis que j'étais assise à la table de ma cuisine, les yeux rivés sur les relevés bancaires que j'avais ouverts sur mon ordinateur portable. Addison avait répété la même promesse à plusieurs reprises depuis, toujours sur le même ton amical, toujours présentée comme une exception. Je me souvenais des dates exactes de chaque virement, 25 000 $ pour la salle, 18 000 $ pour le traiteur et les fleurs, 12 000 $ pour le photographe qu'elle tenait absolument à avoir, et le reste réparti entre les vols, les hôtels et divers frais qu'elle m'assurait être non négociables. À chaque fois, elle me remerciait chaleureusement, m'envoyait des planches d'inspiration et des photos de la salle, et jurait qu'elle s'en occuperait dès que la situation se calmerait. Pourtant, ce schéma m'était déjà familier. TAS. Année avant d'aborder le sujet du mariage, Addison avait emprunté 9 000 $ pour l'acompte d'une voiture dont elle avait besoin pour un nouvel emploi. Elle n'avait remboursé que 2 000 $ avant que l'emploi ne soit annulé et que la voiture ne soit saisie. Il y a eu ensuite ces 15 000 $ qu'elle m'a demandé pour déménager dans un appartement plus agréable en centre-ville, prétextant que cela boosterait sa carrière. Je lui ai envoyé l'argent, elle a signé le bail, et 3 mois plus tard, elle a rompu le contrat sous prétexte d'avoir besoin de changer d'air, me laissant payer les frais de résiliation anticipés. Une autre fois, elle m'a demandé 8 000 $ pour un voyage d'1 mois en Europe avec des amis, insistant sur le fait que c'était une pause bien méritée après une année stressante. J'ai transféré la somme, elle a publié de magnifiques photos en ligne, et je n'ai jamais eu de nouvelles. À chaque fois, le scénario se répétait, urgence, gratitude, promesse, silence, et finalement une nouvelle excuse pour reporter le remboursement. Assis là, face à ces chiffres, la réalité m'a frappé de plein fouet. Je n'avais pas aidé ma sœur à se construire un avenir. J'avais financé un train de vie où elle n'avait jamais rien fait pour aider les autres. Le pire, c'était le message qu'elle m'a envoyé hier. Après tout cet argent,
Après toutes ces assurances que je serais à ses côtés pour le jour le plus important de sa vie, elle a décidé que ma présence physique n'était pas nécessaire. Me voir à travers un écran lui suffisait. Cette exclusion a été plus douloureuse que n'importe quelle perte financière, car elle a transformé toute cette histoire en une simple transaction. Ma présence était facultative, mais mon portefeuille, lui, était indispensable. J'ai fermé mon ordinateur portable et je me suis dirigé vers la fenêtre, laissant le poids de la situation peser sur ma poitrine. Pour la première fois, je me suis autorisé à admettre que continuer ainsi ne ferait qu'aggraver la douleur. Il fallait que ça change, et vite. Je ne pouvais plus faire semblant que les choses se dégraderaient d'elles-mêmes. Je devais prendre une décision qui rendrait enfin ce déséquilibre impossible à ignorer. Le lendemain matin, je suis arrivé au bureau plus tôt que d'habitude. J'y suis arrivé avant même que la plupart de mes collègues aient fini leur premier café, déterminé à maintenir ma routine, malgré la tempête qui grondait en moi. Le bourdonnement familier des imprimantes et le cliquetis des claviers emplissaient l'espace vide tandis que je m'installais à mon bureau, ouvrais mon ordinateur portable et commençais à consulter les échéanciers des projets comme si de rien n'était. Garder les apparences était le seul contrôle qui me restait. Alors, je répondais aux courriels, participais à la réunion matinale et acquiesçais aux mises à jour concernant les échéances à venir. Pourtant, intérieurement, chaque instant de calme ravivait le même flot de pensées. Le message, l'argent, la trahison qui s'était accumulée pendant des années sans que je l'admette pleinement. Jenna, ma collègue et meilleure amie, remarqua la différence presque immédiatement. Elle passa devant mon bureau avec sa tasse de thé habituelle, s'arrêta en voyant mon visage et s'appuya contre le mur avec cette discrète inquiétude qui la caractérise. Au lieu de me demander directement ce qui n'allait pas, elle posa simplement une tasse de café à côté de ma souris et dit « On dirait que tu n'as pas dormi depuis hier. Tu veux en parler ?» Sa voix restait douce. Aucune pression, juste l'invitation dont j'avais besoin. Nous sommes entrés dans la petite salle de réunion au bout du couloir, avons fermé la porte, et je lui ai tout raconté à voix basse, presque un murmure. Je lui ai expliqué le message de ma sœur, les mots exacts qui me blessaient encore à chaque fois que je les répétais, et la somme totale que j'avais envoyée au cours de l'année écoulée sans jamais avoir l'intention de la rembourser. Jenna écoutait sans sourciller, passant de la surprise à une compréhension profonde à mesure que la situation se dévoilait. Quand j'eus fini, elle se pencha vers moi et me parla doucement. « Anne, tu portes ce fardeau toute seule depuis trop longtemps. Elle a pris ton argent, et maintenant elle prend ta place à son propre mariage. Ce n'est pas de la famille. C'est profiter de quelqu'un. Tu en as. Pas obligé de continuer à tout donner sans rien recevoir en retour. » Ces mots, à la fois doux et fermes, ont dissipé le brouillard de culpabilité qui m'enveloppait. Elle ne m'a pas dit quoi faire. Elle m'a simplement rappelé que me protéger n'était pas de l'égoïsme. C'était une nécessité. La conversation a duré moins de 15 minutes, mais elle m'a donné le déclic que j'attendais depuis l'envoi de cette réponse de 5 mots. Pendant ma pause déjeuner, alors que tout le monde se dirigeait vers la cafétéria ou les food trucks du coin, je me suis arrêté à mon bureau et j'ai appelé le service client de ma banque. L'attente fut courte, et lorsqu'une conseillère a répondu, je lui ai expliqué la situation avec calme et précision. Je lui ai indiqué que le compte en question était un compte joint que j'avais ouvert spécialement pour les dépenses de mariage, mais que l'argent provenait entièrement de moi et que mon nom figurait en premier sur le titulaire. J'ai demandé s'il était possible de bloquer le solde restant afin d'empêcher toute nouvelle transaction jusqu'à ce que je prenne une autre décision. La conseillère m'a confirmé qu'en tant que titulaire du compte, j'avais toute latitude pour le bloquer. Elle m'a guidé à travers les questions de sécurité, à vérifier mon identité et à traiter la demande instantanément. 10 minutes plus tard, j'ai reçu un courriel de confirmation m'indiquant que le compte était désormais bloqué et qu'aucun virement sortant n'était autorisé tant que je n'aurais pas levé le blocage moi-même. À la lecture de ces mots, un calme étrange m'a envahi. Ce sentiment de soulagement qu'on éprouve quand on cesse enfin d'attendre que quelqu'un d'autre prenne les bonnes décisions. Je me suis déconnecté de l'application bancaire, j'ai fermé ma boîte mail et je suis retourné au travail. Le reste de l'après-midi s'est écoulé dans un brouillard silencieux de tableurs et de conférences téléphoniques. Personne d'autre n'était au courant de ce que je venais de faire et, pour la première fois depuis longtemps, j'ai ressenti une forme de puissance plutôt que d'isolement. En rentrant enfin chez moi ce soir-là, j'ai posé mon sac près de la porte et je me suis affalé sur le canapé avec la même tasse à café immaculée que j'avais apportée de la cuisine. La maison est restée silencieuse, hormis le léger bourdonnement du réfrigérateur, et j'ai laissé le calme s'installer tandis que mes pensées vagabondaient, me ramenant à toutes ces fois où j'avais sorti mon portefeuille pour Addison sans hésiter. Chaque souvenir avait son propre poids silencieux, et ensemble, ils formaient un tableau que je ne pouvais plus ignorer.
Je me suis souvenu de la première somme importante que je lui avais envoyée il y a 4 ans, alors qu'elle cherchait désespérément une voiture fiable pour se rendre à son nouveau travail à l'autre bout de la ville. Elle m'avait appelé tard un soir, la voix empreinte d'urgence, me décrivant précisément le modèle dont elle avait besoin et comment cela changerait son quotidien. Elle m'avait promis de me rembourser par mensualité régulière à partir du mois suivant. Et je l'ai cru, car je voulais qu'elle réussisse. Je lui ai viré 22 000 $ le lendemain matin, et elle est repartie au volant de sa nouvelle voiture la même semaine. 3 mois plus tard, le travail a pris fin brutalement. Les mensualités sont devenues ingérables et le véhicule a été saisi. Je n'ai jamais revu un seul centime. Les discussions autour du remboursement ont tout simplement disparu, remplacées par de nouvelles excuses pour justifier son besoin de plus de temps. Puis, il y a eu cette dette de carte de crédit qui avait dégénéré 2 ans auparavant. Addison m'a appelé un samedi matin en larmes, me disant que le solde était devenu trop important et qu'elle recevait des appels de recouvrement tous les jours. Elle a décrit cette situation comme le pire moment de sa vie et a juré de ne plus jamais laisser ses finances s'effondrer. J'ai remboursé 16 000 $ par téléphone, tandis qu'elle me remerciait sans cesse, la voix empreinte de soulagement. En 6 mois, les cartes étaient à nouveau à découvert, et le même scénario se répétait sans aucune confirmation du remboursement des sommes que j'avais déjà versées. Je me suis aussi souvenu de la fois où elle m'avait demandé de l'aide pour un nouvel appartement dans un quartier plus huppé. Elle m'avait expliqué que cet endroit lui ouvrirait des portes pour des professionnels, qu'elle avait besoin de 10 000 $ pour la caution et le premier mois de loyer afin de réserver le logement. Je lui ai envoyé l'argent immédiatement, et elle a emménagé avec un enthousiasme sincère. 2 mois plus tard, elle a décidé que le quartier ne lui convenait pas, a rompu le bail et a perdu la totalité de la caution. Lorsque j'ai évoqué avec précaution la possibilité d'un remboursement, elle s'est braquée, affirmant que la vie lui avait réservé trop de surprises et que je devrais comprendre à quel point la situation avait été difficile. L'argent a disparu dans le même silence qu'auparavant. Un autre souvenir m'est revenu très clairement. Il y a 18 mois, elle préparait un voyage d'1 mois en Europe avec des amis. Elle le décrivait comme une pause nécessaire après des années de pression constante, insistait sur le fait que ce serait un cadeau exceptionnel et me demandait 11 000 $ pour couvrir les vols, les hôtels et les dépenses quotidiennes. J'ai transféré la somme entière sans hésiter, et elle est revenue avec d'innombrables photos et récits de liberté. La promesse de remboursement n'a jamais été tenue, et quand j'en reparlais, elle changeait de sujet ou me rappelait combien le voyage lui avait fait du bien. À mesure que ces événements se répétaient, un profond sentiment de honte m'envahissait. J'avais cru à chaque promesse parce que je voulais faire confiance à ma sœur. J'avais ignoré les avertissements, excusé le manque de nouvelles et m'étais persuadé que la famille, c'était offrir son soutien sans rien attendre en retour. À présent, la réalité était indéniable. J'avais donné bien plus que ce que quiconque aurait dû, et le respect que je méritais ne m'avait jamais été accordé. Addison s'était tellement habituée à mon aide qu'elle n'en voyait plus l'intérêt. Le mariage à Paris n'était que le dernier exemple d'une longue histoire de générosité à sens unique. J'ai posé la tasse sur la table basse et me suis adossé au coussin. La maison silencieuse ne me paraissait plus vide. J'avais enfin l'impression d'être dans un espace qui m'appartenait entièrement. J'avais franchi une limite invisible dans mon propre esprit, et il était impossible de redevenir celle que j'étais auparavant. Ce soir-là, la sonnette retentit, me tirant du silence que j'avais enfin trouvé après cette longue journée. J'ouvris la porte et vis mes parents sur le perron, le visage crispé par une inquiétude qui avait voyagé de chez eux jusqu'à chez moi sans prévenir. Ils entrèrent sans attendre d'invitation, se dirigeant droit vers le salon et s'asseyant sur le canapé comme s'ils avaient répété toute la scène en chemin. L'atmosphère de la pièce changea instantanément, annonçant la conversation que je savais imminente. Mon père prit la parole le premier, d'une voix basse mais teintée de frustration. « Ned, ce que tu fais est égoïste. Tu gâches le bonheur d'Addison à cause d'une mesquine rancune. C'est ta sœur, et c'est son mariage. » Il se pencha en avant, les poings serrés, le regard fixé sur moi comme s'il attendait que je recule. Ma mère était assise à côté de lui, s'essuyant déjà les yeux avec un mouchoir qu'elle avait sorti de son sac. Elle paraissait plus petite que d'habitude, les épaules voûtées, et sa voix tremblait lorsqu'elle parlait. Elle est complètement dévastée, ma chérie. Elle ne sait plus quoi faire. Elle n'arrête pas de nous appeler en pleurant et de dire « Tout s'écroule à cause de ça. » On a peur qu'elle tombe malade. Ils continuèrent sans s'arrêter, chaque phrase s'appuyant sur la précédente. Papa expliqua que la salle de réception à Paris avait appelé plus tôt dans la journée pour exiger le solde, faute de quoi la réservation serait annulée. Maman ajouta que le traiteur et le fleuriste s'interrogeaient déjà sur le risque de perdre l'acompte et que l'événement ne tenait plus qu'à un fil. Ils décrivirent la panique d'Addison avec force détail, comment elle avait à peine dormi, comment elle se sentait abandonnée par la seule personne en qui elle pensait pouvoir toujours avoir confiance.
Leurs paroles portaient le poids d'années passées à protéger la Benjamine, celle qui avait toujours eu besoin de plus d'aide, de plus de compréhension, de plus de douceur. J'écoutais, sans les interrompre, les laissant terminer chaque point qu'ils avaient préparé. Quand le silence s'est enfin installé, j'ai parlé lentement et d'une voix calme, malgré mon cœur qui battait la chamade. J'ai expliqué que j'avais bloqué le compte car c'était le seul moyen de mettre fin à cette situation qui durait depuis bien trop longtemps. Je leur ai rappelé tout l'argent que j'avais envoyé au fil des ans, pas seulement pour le mariage, mais aussi pour des voitures, des appartements, des voyages, des dettes, et que rien n'avait jamais été remboursé. Je leur ai dit que le message d'Addison était clair. Ma présence était facultative, mais mon soutien financier était indispensable. J'ai conclu en disant que je ne pouvais plus donner sans obtenir un minimum de respect en retour. Papa a secoué la tête, son visage se durcissant. Tu l'as puni pour une erreur. Rouvre le compte. Répare ça avant qu'il ne soit trop tard. Maman a tendu la main et m'a touché le bras, les yeux suppliants. S'il te plaît, Nevi pour Addison. Elle a besoin de toi. Je les ai regardés tous les deux, ressentant la culpabilité familière, mais elle n'avait plus le pouvoir de m'atteindre. J'ai pris une grande inspiration et j'ai dit, ce n'est pas une punition. C'est une limite. Le compte reste bloqué, et c'est ma décision finale. Je vous aime tous les deux, mais je ne reviendrai pas sur ma décision. Ils sont restés assis, sous le choc, pendant un long moment. La mâchoire de papa s'est crispée. Les larmes de maman coulaient plus vite, mais aucun des deux n'a discuté davantage. Finalement, ils se sont levés, ont ramassé leurs affaires et se sont dirigés vers la porte sans un mot de plus. La porte s'est refermée derrière eux. La maison est retombée dans le silence, et pour la première fois depuis des années, je n'ai pas ressenti le besoin de rappeler. Mardi matin, mon téléphone a vibré, me tirant du premier vrai sommeil que j'avais réussi à avoir depuis des jours. Le nom affiché était Addison, et pendant une fraction de seconde, j'ai envisagé de laisser le répondeur. Au lieu de cela, j'ai répondu, gardant une voix calme même si la sienne était déjà étranglée par les larmes. Elle a commencé à parler avant même que je puisse dire bonjour, se lançant dans un flot d'excuses et d'explications. Net, je suis vraiment désolé. Je n'aurais jamais dû envoyer ce message. J'étais stressé. J'écoutais tout le monde. Je ne voulais pas te blesser comme ça. S'il te plaît, dis-moi juste ce que je dois faire pour arranger les choses. Je veux que tu sois là. J'ai besoin de toi. Je suis restée silencieuse pendant plusieurs secondes, laissant ces paroles planer entre nous. Quand j'ai finalement pris la parole, mon ton est resté calme mais ferme. Addison, j'ai entendu ce que tu as dit. Le message était clair. Tu as décidé que je n'étais plus nécessaire. Maintenant que les choses se compliquent, tu veux que je revienne. Ça ne marche plus comme ça. Elle a essayé de m'interrompre, promettant encore une fois qu'elle arrangerait les choses, qu'elle rembourserait sa dette au plus vite, que le mariage ne serait plus pareil sans moi. Je l'ai écoutée sans acquiescer, sans la réconforter, sans lui donner l'assurance qu'elle cherchait. Quand elle a repris son souffle, j'ai simplement dit « C'est trop tard. La décision est prise. » Puis j'ai raccroché. Le silence s'est installé et j'ai raccroché sans vérifier s'il y avait eu d'autres messages. L'appel avait duré moins de 5 minutes, et rien n'avait changé. Elle ne s'était pas vraiment engagée, n'avait pas de plan concret pour réparer les dégâts, se contentant de se complaire dans les larmes et les promesses qui s'étaient déjà révélées vaines. Je me suis levée, j'ai préparé du café et j'ai essayé de me concentrer sur la journée à venir, mais le poids de la conversation planait comme une ombre. Quelques heures plus tard, alors que j'étais assis à mon bureau, en train de consulter mes emails, une notification est apparue sur Facebook. Addison avait publié un long message. Le message commençait par une photo de la tour Eiffel au coucher du soleil, accompagnée d'une légende sur les rêves qui se réalisent, puis se poursuivait par une longue explication sur la façon dont les préparatifs de son mariage étaient compromis par une personne de mon entourage qui avait décidé d'être cruelle et égoïste. Elle me décrivait comme la personne qui avait promis son soutien et qui s'était rétractée au pire moment. Comment j'avais gâché son grand jour à cause d'un malentendu. Comment j'avais tourné le dos à sa famille quand elle avait le plus besoin de moi. Les mots avaient été soigneusement choisis pour paraître blessés plutôt que colériques, mais l'intention était claire, me faire passer pour la méchante et elle pour la victime. En quelques minutes, la publication accumulait les commentaires. Des amis de cousins du lycée, avec qui nous n'avions pas parlé depuis des années, et même des connaissances communes du travail, ont laissé des messages de soutien à Addison. C'est terrible. Tu mérites mieux. La famille doit être là quoi qu'il arrive. Elle a de la chance de t'avoir comme sœur. Le nombre de « j'aime » augmentait sans cesse, et la publication se propageait comme une traînée de poudre dans nos cercles d'amis. J'ai parcouru les 12 premières réactions, partagées entre détachement et colère sourde, puis j'ai fermé l'application sans répondre. Tout au long de l'après-midi,
J'ai commencé à recevoir des messages privés de personnes qui avaient vu la publication. Certains demandaient ce qui se passait, d'autres exprimaient leur inquiétude. 2 ou 3 me suggéraient même de contacter Addison et d'arranger les choses avant que la situation n'empire. J'ai lu chaque message, j'ai hésité à répondre, et finalement, je n'ai pas répondu. Répondre aurait signifié entrer dans l'histoire qu'elle avait créée, et j'avais déjà décidé que ce chapitre était clos. Le téléphone resta silencieux et je repris mon travail, avec une lucidité que je n'avais pas ressentie depuis longtemps. 2 semaines plus tard, la nouvelle du mariage me parvint. La première confirmation se présenta sous la forme d'un court courriel de la salle parisienne à laquelle j'avais encore accès, mon nom figurant toujours sur la réservation initiale. Le message était poli, mais définitif, le solde restant n'ayant pas été réglé. À l'échéance convenue, le contrat fut résilié avec effet immédiat. L'intégralité de la compte, une somme non remboursable de 52 000 $, fut perdue et toute discussion ultérieure fut close. Je relisais les mots 2 fois sans éprouver la moindre surprise, juste la reconnaissance tacite que les conséquences de mes actes avaient enfin eu lieu. Le responsable de la salle conclut par la remarque habituelle, empreinte de contrition, en espérant pouvoir les accueillir à nouveau à l'avenir, mais le ton laissait clairement entendre que la porte était définitivement fermée. Addison et Ethan avaient perdu tout leur argent. La compte représentait le plus gros paiement que j'avais effectué pour l'événement, destiné à garantir la réservation du château historique qu'ils avaient choisi pour sa vue sur le Seine et sa réputation d'excellence. Sans lui, ils n'avaient plus aucun moyen de négocier. Le traiteur a fait de même peu après, annulant le contrat et conservant son acompte de 18 000 $. La fleuriste a fait de même avec les 12 000 $ déjà versés pour les compositions florales. Petit à petit, le mariage de rêve s'est effondré sous le poids des factures impayées, et chaque annulation signifiait la même chose, aucun remboursement pour les acomptes non remboursables. La famille d'Ethan a réagi rapidement lorsque la situation financière est devenue indéniable. Ses parents, qui avaient toujours insisté sur la stabilité et la responsabilité, ont décidé qu'ils ne pouvaient plus soutenir une célébration fondée sur une telle incertitude. Ils ont informé Ethan qu'ils retiraient leur contribution, qui était censée couvrir les dépenses restantes une fois mon argent épuisé. La conversation entre Ethan et sa famille a dû être difficile, car moins de 48 heures après l'annulation de la réservation du lieu, il a appelé Addison pour lui annoncer la rupture de leurs fiançailles. Il expliqua que le chaos incessant, les dettes croissantes et les répercussions publiques de ses publications Facebook l'empêchaient de tourner la page. Il rendit la bague et quitta San Diego pour aller vivre chez des proches dans un autre État, le temps de remettre de l'ordre dans sa vie. Addison n'eut d'autre choix que d'annuler tout ce qui restait. Les vols furent remboursés lorsque cela était possible, mais la plupart des réservations entraînèrent des pénalités. Importance. Le petit groupe d'amis qui avaient déjà acheté leurs billets eut du mal à modifier leur plan ou à absorber le coût. Elle fit ses valises avec les quelques affaires qu'elle avait envoyées à Paris à l'avance, réserva le premier vol pour les États-Unis et rentra chez elle sans cérémonie, sans mari et sans l'avenir qu'elle avait imaginé depuis des mois. Pour le moment, elle retourna vivre chez ses parents et dormit dans l'ancienne chambre qu'elle avait tant voulu quitter. Cet espace, qui lui avait jadis insufflé la liberté, lui rappelait désormais tout ce qui s'était effondré. Les conséquences allaient bien au-delà de l'argent. Des amis communs, ayant vu ses publications Facebook, ont commencé à prendre leur distance. Certains se sont désabonnés discrètement, d'autres ont envoyé des messages de sympathie polis mais distants, teintés de jugement. L'histoire a circulé dans nos cercles d'amis, transformant ce qui aurait dû être un moment de joie en une fable chuchotée lors des réunions. Addison a dû affronter la honte d'expliquer sa décision à tous ceux qui lui avaient envoyé des cadeaux ou des félicitations. Elle a perdu le capital social qu'elle avait bâti autour de l'idée d'un mariage parisien parfait, et la honte l'a accablée comme un lourd fardeau. Pour la première fois depuis des années, elle a dû faire face aux conséquences de son égoïsme. J'ai appris la plupart de ces détails indirectement, par le biais de quelques nouvelles de parents éloignés et de messages occasionnels de personnes qui pensaient que je devais être au courant. Je n'ai pas cherché l'information, mais elle m'a trouvé malgré tout. Chaque information reçue confirmait la même vérité. Les actes ont des conséquences, et cette fois, les conséquences étaient entièrement de son choix. 4 mois plus tard, ma vie avait complètement basculé. Mes journées suivent désormais un rythme qui m'est propre. Je me lève tôt, je prépare mon café comme je l'aime et je vais travailler en pleine concentration. Le rôle de coordinatrice de projet, autrefois routinier, est redevenu une activité que j'apprécie vraiment. J'accepte de nouvelles responsabilités, je me porte volontaire pour des missions stimulantes et j'ai même obtenu une petite promotion le mois dernier. En dehors du bureau, j'ai redécouvert des loisirs que j'avais délaissés pendant des années. Des randonnées le week-end sur les sentiers côtiers, des cours de poterie à l'atelier du coin et des soirées tranquilles à lire des romans pour lesquels je n'avais jamais le temps auparavant.
Je vois des amis fidèles qui prennent de mes nouvelles sans rien attendre en retour et qui célèbrent mes petites victoires sans en faire une obligation. Ces relations sont plus légères, plus équilibrées et bien plus enrichissantes que tout ce que j'ai connu jusqu'ici. Je parle à Addison. Pas d'appel, pas de message, pas de petites nouvelles pour savoir si les choses vont mieux. Idem pour maman et papa. Après cette visite du soir, le silence entre nous s'est installé naturellement et j'ai choisi de ne pas le rompre. Je ne les ai pas bloqués ni annoncé de rupture définitive. J'ai simplement cessé de les contacter et de répondre à leurs tentatives. L'espace ainsi libéré a été l'un des changements les plus apaisants que je me sois jamais accordé. Plus aucune tension à attendre la prochaine demande. Plus de culpabilité à dire non. Plus d'inquiétude quant à la prochaine promesse non tenue. J'ai accepté que certaines relations soient irréparables lorsque la confiance est profondément ébranlée, et j'ai fait la paix avec cette vérité. Voici la leçon que cette expérience m'a apprise, et j'espère qu'elle trouvera un écho chez certains d'entre vous. La famille ne se définit pas uniquement par les liens du sang, ni par la générosité sans borne. Le véritable amour, celui qui dure, exige respect mutuel, responsabilité et réciprocité. Quand quelqu'un prend sans rien donner en retour, quand votre présence est facultative mais votre soutien obligatoire, ce n'est pas de l'amour, c'est de l'opportunisme. Il faut savoir poser des limites, même avec ses proches. Préserver sa propre paix intérieure n'est pas de l'égoïsme. C'est une nécessité. Parfois, le plus difficile est de s'éloigner. Mais c'est aussi le moment où l'on commence enfin à vivre pour soi-même, et non plus pour l'approbation des autres. À tous ceux qui sont restés jusqu'au bout de cette histoire, merci du fond du cœur. Le fait que vous ayez consacré du temps et de l'attention à un récit si personnel me touche profondément. J'apprécie chaque vue, chaque j'aime, et chaque instant passé à m'écouter. Votre soutien me rappelle que le partage de ces expériences nous unit d'une manière inattendue. Si cette histoire a suscité quelque chose en vous, que ce soit un accord, un désaccord ou un souvenir personnel, n'hésitez pas à partager vos réflexions dans les commentaires ci-dessous. Je lis tous les commentaires, et vos points de vue contribuent à rendre cet espace moins solitaire. Que auriez-vous fait à ma place? Avez-vous déjà dû prendre des distances avec votre famille? Parlons-en.